j'ai envie de me faire torer sur Charlie Kirk. Du coup, alors pour ceux qui ne sauraient pas, c'est politique. C'est une émission qui parle de politique, ce qui est un peu comme C'est ce soir, mais en plus spécialisé en un peu... Enfin, il n'y a pas tellement de différence en soi entre C'est ce soir et C'est politique, mais il y a quand même ce truc où C'est politique se veut un peu plus sérieux, là où C'est ce soir se veut un peu plus accessible, et où C'est à vous est clairement plus dans du divertissement. Mais du coup, dans C'est politique, il se trouve qu'il y a un monsieur qu'on reconnaît, puisque je l'ai déjà invité plusieurs fois sur la chaîne, c'est Jean-Baptiste Toré, qui est venu faire son bingo et qui était venu ici sur cette émission en tant que Monsieur Cinéma pour analyser du coup ce qui s'est passé autour de Charlie Kirk. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, du coup Charlie Kirk c'est un néo-nazi, c'est un influenceur d'extrême droite, ça voilà, c'est ce qui est réel, on rappelle bien sûr, parce que je sais que là en ce moment il y a toute une sorte de tentative de diversion de la part de l'extrême droite sur les réseaux pour reprendre notamment les mots qui ont été dits par Hugo, par le média du coup Hugo Décrypte, qui le présentait comme un influenceur d'extrême droite. Je pense qu'on peut dire quand même que quelqu'un qui pense, alors déjà d'un point de vue plus personnel, dans ce qui me touche personnellement, qui pense que mon peuple contrôle les médias et contrôle Hollywood, je pense qu'on peut dire que c'est quand même quelqu'un qui a des idéologies antisémites, au moins des clichés antisémites, quelqu'un qui dit qu'une personne noire ne devrait pas être neurochirurgien, être pilote d'avion parce que c'est des métiers à haut risque entre guillemets et qu'il ne faudrait pas confier ça à des personnes noires. Je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un d'extrémiste et de suprémaciste. Je pense qu'on peut dire que quelqu'un qui dit que si sa fille subissait un viol et qu'elle était enceinte, ben en fait il ne tenterait pas de la faire avorter même si elle était même si elle avait 9 ans, quelque chose du genre. J'ai plus exactement les termes précis, mais en tout cas c'est de ce tir là de dégueulasse. Je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un anti-avortement. Je sais qu'il y avait une liste à un moment qui avait été partagée par Régé de globalement ses opinions, mais il était également anti-vax, etc. Enfin que des trucs comme ça. Et vraiment globalement je sais que il y a énormément de gens qui enfin voilà, j'ai la liste de mon côté. Alors il a constamment propagé de la désinformation dangereuse durant le Covid, il a toujours eu un discours de suprémaciste blanc, il faisait la promotion de la théorie du grand remplacement, il a soutenu que les élections de 2020 étaient truquées, propos antisémites et révisionnisme historique, propos contre les droits civiques des noirs américains et sur l'esclavage, misogyne, anti-avortement, anti-LGBT, anti-DEI qui est la discrimination positive, on va dire, mais c'est même pas ça, c'est encore plus light que la discrimination positive, ultra religieux, pro-génocide des Palestiniens, évidemment, pro-Israël, bien sûr. Donc voilà, il y a quand même ce truc où, globalement, c'est une merde, je pense qu'on peut se le dire, et du coup, il a été, enfin, il avait un format qui s'appelait du coup Prove Me Wrong, parce qu'en fait, il a tout un truc autour du débat. Alors il a une sorte de grosse association ultra lucrative qui s'appelle Turning Point USA, où en fait il essaye de faire des débats globalement en ligne mais également en public. Notamment il est intervenu sur la chaîne Jubilee où c'était vraiment un néo-nazi face à 20 personnes démocrates mous, on va dire. Et globalement il est aussi... il a été du coup assassiné, il y a eu un meurtre sur lui par quelqu'un qu'on a visiblement retrouvé. Il y a encore l'enquête qui est en cours, tout ça. Alors d'ailleurs, tout le truc qu'il y avait autour de toute cette tentative de trouver le suspect, de trouver le coupable, ça a été notamment de dire, alors, il est trans, non. Il y a écrit des trucs trans sur ses balles. Non, parce qu'en fait, il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait écrit TRN et c'était genre trans rights, un truc. Donc en fait, c'est juste qu'il y a écrit dans ce qu'il y a écrit totalement sur toutes les armes en fait. Donc ça a pas de sens. Ensuite, c'est de dire qu'il adhère à l'idéologie trans, sauf qu'en fait non, c'est visiblement une sorte de fan de Nick Fuentes qui est un mec qui est encore plus radical que Charlie Kirk. C'est Nick Fuentes que vous avez peut-être vu lors de l'élection de Trump dire un truc de type Your body, my choice, ton corps, mon choix, pour justifier de choses horribles à propos de l'avortement, bien sûr. On rappelle quand même que nous, enfin, c'est un peu ce qui est horrible, parce que oui, moi je suis d'accord que nous on a de l'extrême droite, mais là-bas, aux États-Unis, ils sont tarés, clairement. Enfin, eux, les représentants d'extrême droite sont vraiment absolument fous. Et donc, c'est sûr que là, donc il y a eu un assassinat autour de lui, il y a eu plein de tentatives pour savoir qui a fait le coup, etc. Et au final, ça a trouvé qui c'était. Et d'ailleurs, du coup,
le truc par rapport à l'idéologie trans, entre guillemets, c'est qu'en gros, ça aurait trouvé que la personne qui a fait le coup, qui aurait fait le coup, parce qu'il y a encore une enquête autour de la personne, aurait en fait un colocataire ou une colocatrice, du coup, je sais pas exactement, qui serait trans. C'est tout. Tout ça pour mettre en scène le fait que ça serait dû à l'idéologie trans. Débile à fond, mais en tout cas voilà, c'est que des trucs comme ça, donc grave une poucave le daron aussi. Non mais oui, parce qu'il a été dénoncé par son père. Et à Skip, il y avait aussi un truc où il était sur un Discord et où il y avait un screen qui tournait où des gens commençaient à l'alpaguer, à dire c'est pas toi pour tout en rigolant. Donc voilà. Et globalement d'ailleurs l'ironie de la chose, alors déjà tir à 180 mètres avec un scout, j'ai vu plein de... Alors par rapport à ma position sur tout ça, j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. Je vais pas non plus. Alors, déjà, je vais pas pleurer. Au bout d'un moment, c'est bon. Je vais pas non plus me turbo réjouir. Genre, ça va, quoi. Mais j'en ai rien à foutre. Ça ne me touche pas personnellement. Mais j'ai par contre liké énormément de tweets rigolos autour de Charlie Kirk et de tweets qui vraiment disaient des trucs en mode waouh, il a fait un tir à 180 mètres avec un scout. C'est le round d'écho le plus rentable de tous les temps comparaison à CS, tout ça. Il y a que des trucs comme ça. Enfin, les tweets dessus, notamment le côté trouver les différents angles également de point de vue. Et c'est là que justement on rentre dans la question qui est plus propre à celle de Jean-Baptiste Toré, qui est de voir un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer en termes vraiment de la propagation des images qu'on peut voir autour de Charlie Kirk. Alors, faut savoir que Jean-Baptiste Toré, ça c'est quelque chose, j'en ai pas nécessairement parlé avec lui, parce que on parle cinéma, et on parle exclusivement cinéma. Moi sur ma chaîne, j'invite jamais des gens de droite ou d'extrême droite. Toré se dit comme quelqu'un de gauche, mais il faut savoir qu'il a eu quand même un petit tournant conservateur, alors qu'il peut être expliqué par beaucoup de choses, notamment par le fait que... alors c'est un truc, d'ailleurs c'est abordé dans tout l'entretien, et je trouve la question assez... qu'elle rentre, en même temps, il précise, il précise s'il a le droit d'en parler, tout ça, mais si le journaliste a le droit d'en parler, bien sûr. Mais il faut savoir que Toré a subi un événement assez gravissime, c'est-à-dire que Toré, comme beaucoup le savent, et de toute façon il l'a mentionné dans le cadre des entretiens qu'on avait fait, il a travaillé pour Charlie Hebdo, et il se trouve qu'il était en retard à une réunion, la réunion du 7 janvier 2015, celle qui du coup a tué, dans lequel des assaillants ont tué Charb, Cabu, pas GB, mais d'autres, enfin voilà, plein de gens de Charlie Hebdo globalement. Depuis, il n'a pas la meilleure opinion des musulmans, je pense, et de la religion de manière générale, il est assez athée et même assez laïcard là-dessus. Je pense qu'on peut se le dire là-dessus, bien évidemment. Maintenant, ça reste quand même quelqu'un qui est plutôt de gauche. Je veux dire, moi, je suis allé voir son film, du coup, The Neon People, il m'a invité à aller le voir. J'ai regardé, je pense quand même qu'on peut pas se dire que c'est un film de droite, et c'est même plutôt un film anti-Trump. Maintenant, il essaye un petit peu. Voilà, ça arrange pas son cas. Je pense qu'il avait peut-être des billets un petit peu islamophobes avant. Peut-être un petit peu. C'est pas, ça reste quelqu'un qui a la cinquantaine. Évidemment, ça va pas être le plus grand des wokistes. Je pense qu'on peut se le dire. Et puis, c'est quelqu'un qui est extrêmement matrixé par la culture américaine. Et d'ailleurs, il a parlé aussi de John Ford et de la politique de John Ford dans tout cet entretien-là, dans toutes ces interventions, parce qu'en fait, il a eu globalement 3 interventions, on va dire. Donc, la première intervention que je vais vous mettre ici, où c'est vraiment... globalement, c'est là aussi où ça m'intéresse d'avoir l'avis de Toré là-dessus, c'est qu'en gros, il a vraiment préparé son intervention. Genre vraiment, il est venu et il savait exactement quoi dire, et il a déroulé pendant quasiment 5 minutes, un peu plus, à peu près. Et moi, ça m'intéresse un petit peu de montrer déjà ce qu'il a pu en dire, et même de pouvoir en discuter aussi. Parce que voilà, et évidemment, du coup, il y a eu un extrait, du coup, je viens de l'apprendre, qui a été dans le Vu d'hier soir, où du coup, à Skip, c'est le moment où il dit les deux extrêmes. Ce qui était déjà un moment que j'avais partagé sur le Discord, chez quelqu'un l'avait noté, et qui était un peu d'ailleurs le discours qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait entendre en tout cas, dans sa critique qu'il avait fait d'Eddington, qui était sur ma chaîne, d'ailleurs, c'est du coup dans la deuxième partie du bingo. Sa critique d'Eddington, où du coup c'est vrai qu'il revenait un petit peu sur ce côté, ouais mais les deux côtés se valent, etc. Ce qui est un peu d'ailleurs la critique que certains font d'Eddington politiquement, c'est de dire les deux se valent, etc.
Alors Eddington, qui d'ailleurs est un film qui maintenant est passé un peu, enfin, je trouve que comment dire, le côté très l'histoire a donné raison à Eddington, quoi, quelque part, et rappelle que Eddington, enfin, je pense que les gens voient trop un film vraiment qui dit centriste entre guillemets, tout comme Civil War par exemple. Mais ça, Civil War, les gens ne sont pas prêts à comprendre que c'est un grand film également, plus politique en tout cas qu'il n'est paraît. Et je sais qu'il y a plein de gens qui disent que c'est un film apolitique. Moi je trouve que c'est un peu délu de dire ça, ou en tout cas qui disent que c'est un film centriste, tout ça, ça pareil, je trouve que c'est assez délu. Je dirais pas que c'est le film le plus de gauche du monde, mais en tout cas c'est toujours ces deux films où je trouve qu'il faut beaucoup analyser l'image de fin. L'image de fin, c'est qui a gagné finalement, qui a gagné, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qu'il y a. Comment dire, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui s'est passé. Je recommande la critique de Guillaume Aurignac chez Hors Série sur Eddington. Et ben, je l'ai pas vu, mais en tout cas ça peut être très chouette. Mais en tout cas, qui a gagné finalement à la fin de Eddington, qui a gagné à la fin de Civil War, c'est finalement les puissants. C'est-à-dire que, enfin, les puissants, dans le cadre de Civil War, ça reste quand même les gens autour des journalistes, et dans le cadre de Eddington, ça reste les grandes sociétés, les grandes corporations, cette société de data center qui a gagné, qui a réussi, et qui, peu importe finalement que ça soit Joe Cross ou que ça soit Pedro Pascal, donc Joe Cross incarné par Joaquin Phoenix, ou que ça soit Pedro Pascal, finalement ça reste la grosse société qui gagne à la fin. C'est plus sur la confusion que le centrisme. C'est surtout Caster a une position surplombante, insup Osef. C'est un film en retard sur tout. Il enfonce des portes ouvertes. J'ai pas nécessairement l'impression que ce soit un film en retard sur tout. Déjà parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de films aborder le Covid. Pourtant, ça fait 5 ans maintenant que le Covid, le confinement et le Covid a pu être abordé. Et il y a ce truc où, effectivement, enfin, c'est d'ailleurs quelque chose qui est abordé dans l'entretien. Alors c'est un autre intervenant, je sais plus exactement les intervenants qu'il y avait autour de la table, mais je crois que c'est un autre intervenant qui, c'est pas le... Alors attendez, j'ai la liste des intervenants qui est juste ici. Je crois que c'est Hugo Micheron, c'est le chauve, qui est autour de la table, et qui l'aborde et qui dit que, en fait, c'est un petit peu là où rentre d'ailleurs Eddington, c'est qu'il y a un côté où, comment dire, dans... La culture états-unienne est basée autour du clivage vraiment démocrate-républicain, et il n'y a rien d'autre qui existe, virtuellement. Évidemment, il y a plein d'autres mouvements qui existent, il y a des mouvements plus à droite que les républicains, si tant est qu'il peut y en avoir, notamment l'assaillant de Charlie Kirk en fait partie, et il y a des mouvements plus à gauche que les démocrates, et heureusement, parce qu'on va être honnête, les démocrates sont plutôt sur une ligne assez molle, entre guillemets, en tout cas assimilée à une gauche plutôt molle chez nous, dans tous les cas. Nous, on est le pays français, de manière générale, malgré tout ce qu'on peut en dire, est plutôt à gauche des États-Unis, de ce que je peux voir de manière générale. Ça dépend un petit peu, mais voilà. Mais non, mais en soi, les takes que je trouve qu'il y a là-dedans, je pense qu'il y a des gens qui peuvent dire je suis un petit peu déçu de ce qu'il a dit, etc. Mais là, du coup, pour revenir un petit peu sur Eddington, c'est qu'il y a quand même ce truc où ça aborde d'ailleurs là-dessus ce côté très, comment dire, ce côté où la défiance qu'il y a pu avoir par rapport au Covid, c'était des gens qui disaient non, je vais pas porter le masque, et même il y a un côté très performatif, je crois que c'était le mot vraiment qui était utilisé par l'intervenant, il y a un côté très performatif de je vais pas porter le masque, et puis je vais postillonner de partout, et puis je vais embrasser les gens, enfin je vais les prendre dans mes bras, etc. Et à côté t'as des gens qui eux vont être vraiment ultra minutieux, et qui vont se laver les mains 8 fois par jour, et qui dès qu'ils sortent ils mettent 3 masques, enfin des trucs du genre. Évidemment que personnellement je préfère le camp dans le contexte du Covid des gens qui mettent 3 masques, même si je trouve ça un petit peu abusé, etc. Enfin voilà, mais évidemment que je suis plus de ce camp là, mais en tout cas il y a toujours ce truc de la réponse qui va exagérer la chose. Les États-Unis, c'est un pays qui exagère un petit peu tout, je pense qu'on peut se le dire, qui est pas trop dans la subtilité. On le voit d'ailleurs dans ce qu'ils produisent, tout simplement dans leurs films. Donc voilà, c'est pour ça que moi ça m'intéresse un petit peu l'avis de Jean-Baptiste Auré autour de tout ça, et j'ai envie de voir un petit peu, et je sais que voilà, l'extrait qui a tourné, j'imagine que c'est celui qui est à peu près vers la fin, mais je sais qu'il est parti quand même assez loin là-dedans, et voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire que l'émission C'est Politique était plutôt pas mal.
ça va, c'était un petit peu mou et forcément ça va pas, c'est pas comme l'émission avec Norman Agery par Ilyes et Moufette qui était vraiment super chouette autour de la violence politique, autour du côté où pareil en tant que gauchiste, il y a aussi ce côté où moi j'en ai marre de voir des gens, alors autant voilà voir des gens qui disent bon ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fous, que son âme repose en paix malgré tout, voilà je m'en fous, mais par contre des gens qui disent mais par contre attention parce que l'assassinat politique de cette personne va avancer l'extrême droite. Moi j'ai envie de vous dire ok mais qu'est-ce qui ne fait pas avancer l'extrême droite alors? Parce que les laisser proliférer et continuer de donner leurs opinions ça fait avancer l'extrême droite, les mettre en prison ça fait des martyrs donc ça fait avancer l'extrême droite, les tuer ça fait avancer encore une fois l'extrême droite également. Qu'est-ce qui ne fait pas avancer l'extrême droite à ce niveau-là? Je veux dire on rentre dans ce truc très en mode le jeu du RN etc. Je trouve que c'est pas très pertinent et je sais que voilà toute l'émission globalement je trouve qu'elle est assez basée et d'ailleurs je remercie également même si voilà encore une fois si autant je trouve l'émission un petit peu molle mais c'est aussi parce que typiquement il y a cette Lumière du coup l'après qui est du coup cette personne à l'écran qui elle du coup alors c'est elle hein, bien sûr oui c'est elle oui qui elle du coup est à l'écran et du coup qui elle est présentée comme activiste et militante de gauche. Alors c'est vrai que du coup je me suis dit attends militante de gauche à la télévision, quelle gauche on parle? Alors de ce que j'ai compris c'est plutôt une militante proche de ELV qui a été présentée dans le cadre de la NUPES et du NFP et tout ça, enfin pas dans le cadre du NFP parce qu'elle était elle était du coup elle était pas encartée etc mais en tout cas elle a été investie au titre des écolos et donc voilà c'est ça le truc où je me suis dit bon est-ce que cette gauche là est plutôt molle, est-ce que cette gauche là est plutôt basée, à voir un petit peu. Et en vrai, ce qu'elle dit d'ailleurs dans ses interventions est plutôt carré, hein, c'est qu'elle dit oui d'accord, vous nous dites qu'il y a peut-être une sorte d'équivalence entre la gauche et la droite aux États-Unis, mais reste quand même qui a commencé ce genre de grand, enfin d'assassinat politique, etc. C'est plutôt l'extrême droite. C'est plutôt l'extrême droite fasciste qui a commencé, le mouvement MAGA qui a tout commencé. Donc c'est pour ça que je trouve que l'émission est quand même plus nuancée que ce qui va suivre ici. J'ai l'impression de faire en fait des heures et des heures comment dire, de contexte pour préparer au pire, sauf qu'en soi, c'est pas non plus. Je trouve que c'est pas non plus le truc le plus horrible que j'ai jamais vu, que j'ai jamais entendu autour de Charlie Kirk. Et il y a vraiment eu bien pire qui a été dit autour de Charlie Kirk. Il montre pas non plus extrêmement de sympathie auprès de la personne de Charlie Kirk et tout. Enfin voilà. Puis genre les débats de Kirk et ses discours n'étaient pas violents. Oui, non mais bien sûr. Oui voilà, c'est ça, c'est quelqu'un d'assez SOSDEM qui analyse les États-Unis. Tout comme je pense qu'on peut se dire que Jean-Baptiste Toré est quelqu'un d'assez SOSDEM à la fois en conservateur aussi, qui analyse les États-Unis. Bon bah voilà quoi. Guillaume Erner a été encore plus bête et horrible. Bah je sais pas exactement ce qu'il a pu en dire, donc je peux pas savoir. Mais ouais. Mais en tout cas, voyons voir un petit peu ce qu'a en dire Jean-Baptiste Toré. Cette violence, Jean-Baptiste Toré, et je m'adresse ici à l'historien du cinéma et aux critiques de cinéma et aux réalisateurs, elle est ultra présente. Je sais qu'il a souri parce qu'il s'est dit je suis pas critique depuis 20 ans, j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est quelque chose où on en a parlé quoi. Il a dit que Kirk c'était comme l'attentat contre Charlie Hebdo. Ah ouais putain. Ah oui c'est lui qui a fait je suis Charlie Kirk putain. Alors sachant que d'ailleurs du coup Toré est revenu sur ça parce que forcément du coup il y a eu cette chronique je suis Charlie Kirk etc. Et Toré est revenu là-dessus sachant que lui du coup je répète a vécu de près les attentats de Charlie Hebdo, qu'il a perdu des amis là-dedans et donc forcément il a dit bah oui c'est de la merde. Enfin, globalement il a dit ça. Globalement, il a dit bah oui, il y a une sorte d'identification. On peut être soit l'un, soit l'autre. Et c'est pas la même chose, quoi. Après, là où il était un petit peu étrange, c'est qu'il a dit bah soit on est pour la liberté d'expression, soit on ne l'est pas. C'est un petit peu ça. Ce qui, dans le rapprochement de Charlie Kirk, je pense que c'est pas très terrible, quoi. Il était pote avec la rédac de l'époque, bah bien sûr. Il écrivait pour eux et tout. Enfin voilà. Pardon, je mange une pomme en même temps, en fait, c'est une très mauvaise idée parce que ça reste dans la bouche. Critique de cinéma et aux réalisateurs, elle est ultra présente dans la production culturelle américaine, dans le cinéma américain. Et surtout, alors juste par contre par rapport à tout cet aspect très
liberté d'expression, faut se dire aussi que c'est quelque chose de très états-unien, hein. C'est vraiment... et ça pareil, il y avait des tweets de Charlie Kirk qui disaient bah non, il n'y a pas de hate speech, donc de discours de haine, de discours... voilà, il y a du discours méchant, entre guillemets, mais il n'y a pas de discours de haine parce que tout est permis par le Second Amendement. Donc c'est aussi une vision très américaine de toute façon, tout est permis par le Second Amendement et le racisme en discours politique n'existe pas, et puis voilà, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. Non, mais en soi, de toute façon, vous allez voir, ça va être 5 minutes de tunnel de Toré. Elle est Je vais préciser. ultra présente dans la production culturelle américaine, dans le cinéma américain. C'est l'œuf ou la poule? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est cette violence sur les écrans qui produit cette violence-là? Ah oui, aussi pareil, parce que du coup, il y a eu 3 interventions. Il y a eu l'intervention Charlie Hebdo, qui, elle, bon, était plutôt... bizarre. Et il y a eu l'intervention également un peu réseaux sociaux, qui elle est un petit peu boomerisante aussi. Donc bon, c'est un petit peu ça. Mais globalement, l'intervention réseaux sociaux, je pense que vous pouvez à peu près savoir. Mais c'est pas non plus dit comme en mode les réseaux sociaux c'est de la merde, etc. C'est juste de dire bah ça a permis d'avancer d'autres discours et d'avancer des discours de plus en plus violents et des discours où ça parle énormément, quoi. Donc voilà. Question con un peu. Oui, voilà. Ou bien à écouter les uns les autres, c'est plus une violence qui est là. Et le cinéma qui veut gagner des dollars, bah, la montre parce que c'est ce qui plaît aux gens. Alors c'est intéressant si on revient à la question d'origine que vous posiez sur Kennedy. Non, déjà j'en ai rien à foutre de ta question. Oui, pardon, le premier amendement, pardon, j'ai dit le second amendement, oui, c'est le premier amendement. Le second, c'est le port d'armes, oui. Et le second, c'est un peuple a le droit de prendre les armes si jamais il n'est pas d'accord, entre guillemets, avec la politique présente, etc. Donc c'est aller encore plus loin, j'ai envie de dire, dans la liberté d'expression et donc vraiment la liberté de faire ce qu'ils font, quoi. Oui, non, mais ça fera en même temps, c'est compliqué aussi, quoi, ouais. Mais du coup, effectivement, cette question-là de Kennedy, bon, bah, déjà, il dérive le discours pour dire, bon, bah, moi, j'ai plus envie de parler de Kennedy, et puis voilà, quoi. La question d'origine que vous posiez sur Kennedy, c'est qu'on pourrait se dire que dans le cas de Kennedy, c'est d'abord l'œuf, ensuite la poule, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et puis aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que, je veux dire par là, c'est que quand Kennedy se fait assassiner, donc on est le 22 novembre 63, à Dallas, etc., c'est au moment où les télévisions américaines commencent à se développer, mais il y a quand même globalement une sorte d'espace commun où les gens regardent les mêmes programmes, la même télévision, lisent parfois même les mêmes journaux, etc. C'est très important de commencer presque par dire ça, parce que l'espace commun est sans doute... Alors, faut savoir juste un truc, c'est que pendant que j'écoutais ça, j'avais un pote qui jouait à Apex sur le côté et qui me streamait sa partie, donc parfois vous allez entendre des bruits de fond, en fait, de trucs. C'est vraiment, ça vient de Apex, les gens, hein. C'est juste ça. Ce qui rentre d'ailleurs dans le message de ce qui est dit sur la violence des réseaux. Journaux, etc. C'est très important de commencer presque par dire ça, parce que l'espace commun est sans doute le territoire qui aujourd'hui est menacé. Et si dégénérescence il y a, si guerre il y a, ça viendra de la suppression, de la disparition de l'espace commun, ce dont vous parliez à propos des réseaux sociaux, qui produisent le contraire même de l'espace. Après, ce qui est bien avec Toré, c'est qu'en fait, il vulgarise assez bien la pensée de Baudrillard, je le concède. Bah là, ne serait-ce que ce qu'il dit là, de dire qu'avant, on avait un espace commun qui était lié à la télévision, tout ça. Bon, c'est pas tout à fait non plus totalement vrai, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de plus cinématographique que la mort de Kennedy, franchement. Kino, vive le cinéma, Big Slay. Bah, c'est un peu ce qu'il dit d'ailleurs en exergue dans toute cette analyse de cinéma, hein, bien sûr. Mais en gros, c'est vrai que ce qu'il dit là, c'est de dire il y avait un espace commun qui était la télévision. Bon, déjà, tout le monde n'avait pas nécessairement accès à la télévision. On rappelle la lutte des droits civiques qui avait lieu à peu près au même moment, etc. Bien sûr. Mais il y a quand même ce côté où je vois à peu près ce qu'il veut en dire, du côté où bah, aujourd'hui tout le monde est plutôt divisé, bien sûr. Mais voilà, mais on vit dans un monde où là où pendant très longtemps on avait une sorte de dépolitisation de tout, là tout est redevenu entre guillemets politique, tout redevient politique et tout redevient matière à débat et matière à s'engrainer et ce côté très... Alors après, peut-être que je dis ça parce que je suis matrixé par Twitter aussi, mais ce côté où, et je pense que d'ailleurs ça rentre dans son analyse, tout devient matière à discuter et à discourser, j'ai envie de dire. Et il y a ce côté où, typiquement, une grosse partie d'ailleurs du mouvement de l'alt-right américain vient du Gamergate, qui est vraiment un mouvement de non, maintenant les jeux vidéo sont devenus politiques, donc c'est pas bien. Et donc maintenant je vais devoir me battre parce que les jeux vidéo sont devenus politiques. Alors,
par ça, ils veulent dire qu'en fait, c'est pas nécessairement que les jeux vidéo sont devenus politiques, c'est que c'est devenu d'une politique qu'ils aiment pas. Donc c'est un petit peu ça. Parce que les jeux vidéo, je veux dire, de tout temps, les jeux vidéo ont été politiques, hein, j'ai envie de dire. C'est juste que ça allait dans des métaphores. Notamment, je sais qu'il y a des grandes vidéos autour de l'approche du capitalisme dans les JRPG, et notamment pourquoi dans les JRPG, on doit toujours tuer Dieu à la fin. Pourquoi est-ce qu'à la fin de n'importe quel Final Fantasy, Dragon Quest, tout ça, Xenoblade, etc., à la fin, on doit tuer Dieu. Et ben en fait, c'est lié au capitalisme, c'est lié au côté où, comment dire, on va rentrer dans ce côté où le Japon a été matrixé par le protectorat, par l'impérialisme américain. Protectorat, quelle idée. Mais voilà, il y a un petit peu ce côté-là. Et les mecs jouaient des éco-terroristes dans FF7 premier degré, ils comprennent pas en citant. Bah oui, c'est un petit peu ça aussi. C'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a ce côté où oui, les jeux vidéo ont toujours été politiques. Mais là, ça rentrait dans une politique qu'ils aimaient pas trop et qui a été le terreau sur lequel a poussé évidemment la victoire de Donald Trump en 2016, parce que tout est parti, enfin beaucoup est parti de 4chan également, enfin voilà, je vais pas vous refaire un petit peu toute cette histoire là politique, mais beaucoup est parti de 4chan. Et en même temps qu'il y avait le Gamergate, il y avait aussi plein d'autres mouvements à côté de « Ah, j'en ai marre de voir des femmes dans les films ». Tout simplement. Alors que des trucs de type j'en ai marre de voir des femmes dans Star Wars, j'en ai marre de voir des personnes, je dis des femmes mais c'est aussi toute personne minorisée comme par exemple les personnes noires, les personnes asiatiques, ce côté très la représentation, etc. Ça il détestait. Qui avait son point culminant d'ailleurs avec le SOS Fantôme de Paul Feig en 2016, où c'était maintenant du coup des femmes qui reprenaient le flambeau des SOS Fantôme. Et donc là, il y avait notamment une vidéo de Donald Trump qui disait They're making Ghostbusters with only women. Enfin voilà, ils font des SOS Fantômes avec que des femmes à l'intérieur. Pour dire non mais quel monde dans lequel on vit, etc. Make America Great Again, tout ça. Sachant que le Make America Great Again, c'était déjà un discours en plus de Reagan, qui était lui-même d'ailleurs aussi, qui venait de Hollywood, en plus. Donc voilà, c'est un petit peu ça où, globalement, il faut se rappeler que tout vient un petit peu dans cette bataille culturelle-là, effectivement, également d'un côté où c'est une politisation des œuvres culturelles qui n'étaient pas nécessairement politisées dans le cœur des gens et dans le cerveau des gens. Donc, beaucoup vient de là, quoi. Commun, si ce n'est qu'une succession d'espaces. Et c'est vrai que du coup, voilà, ce côté de Reagan disait déjà que les universités étaient trop woke à l'époque, mais autre sujet. Mais bien sûr, de toute façon, ça a toujours été un truc où, rappelle que je crois que ça sortait quelque chose sur le côté où ce truc en fait, il y a un mythe de la part de la droite et de l'extrême droite, c'est de dire, en fait, nous, on est resté à notre place et c'est les gauchistes qui sont allés plus loin et qui sont allés dans la dérive et qui, maintenant, du coup, nous assassinent. Et ça, c'est un discours qui est absolument dégueulasse parce que j'avais vu un tweet là-dessus, je sais pas si c'est vrai, hein, bien sûr, mais il y avait un truc comme quoi Nixon était pour la semaine de 32 heures. Donc c'est quand même quelque chose où, a priori, on n'est plus tellement dans les mêmes idéaux. Et encore une fois, aujourd'hui, même en France, hein, d'ailleurs on le voit, c'est que c'est quelque chose qui se dit énormément. Alors peut-être qu'il faut voir un petit peu formule par formule. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit tout à fait d'accord. Mais en tout cas, il y a des gens qui disent le programme de LFI, l'avenir en commun, est moins à gauche que le programme de 81 de Mitterrand. Alors probablement qu'il y a plein de trucs où c'est pas tout à fait exactement le cas, etc. Ça dépend un peu de parce que analyser tout un programme en 2025, c'est pas la même chose. Mais voilà. Les deux ont dérivé grave. Je pense quand même, et c'est là aussi où il faut un petit peu recadrer, c'est que quand même la droite a vraiment dérivé. Il y a tout ce qu'on sait de façon de la fenêtre d'Overton, où ce qui est acceptable maintenant dans le discours politique, comme il y a des gens qui ont dit vraiment des horreurs et des horreurs et des horreurs à longueur de temps, ce qui est acceptable maintenant, c'est de rentrer presque sur leur terrain et de pas dire les mêmes choses, quoi. Ce qu'on voit d'ailleurs avec le côté où la gauche typiquement, une partie de la gauche, hein, qui disent ce côté, oui non mais voilà Murassuro, et moi je suis pas d'accord non plus parce que j'ai pas lu le programme de Mitterrand de 81. J'ai quand même l'impression que ça abordait pas nécessairement le racisme de la même manière typiquement, ni l'islamophobie, ni les religions, etc. Mais voilà, mais en tout cas dans le cœur du truc, moi je vois à peu près ce qu'ils veulent en dire, dans le côté oui, c'est un programme keynésien, d'économie de relance, comme ça dit dans le chat, et puis voilà quoi.
Et globalement, moi, j'ai quand même cette impression que oui, il y a tout ce truc de la fenêtre d'Overton où aujourd'hui, typiquement, la question de l'immigration, qui est une question centrale pour le fascisme, hein, bien évidemment, parce que c'est ce qui permet le plus facilement de diviser. Aujourd'hui, on est là, à gauche parfois, à avoir des coups en fait politiques à dire non mais l'immigration on en a besoin politiquement, on en a besoin économiquement, etc. Au lieu de juste dire mais ta gueule, t'es inhumain parce que tu veux renvoyer les gens chez eux, ce qui devrait être la réaction parfaitement basique en fait quand tu fais ça. Donc bon. Donc voilà, c'est pour ça que évidemment tout ce concept de qui a décalé en premier, a priori c'est plutôt l'extrême droite qui a vraiment rentré des horreurs de leur côté quoi. Et ça rentre enfin surtout médiatiquement. Moi je suis pas trop la télé américaine parce que forcément j'ai pas de télé américaine, mais je suis par exemple ce qui se passe sur Jubilee qui lui c'est la plateforme de débat chez nous l'équivalent ça serait le Crayon typiquement, la plateforme de débat là-bas, et c'est vraiment alors d'un côté enfin t'as deux types de débats, c'est soit t'as un mec plutôt, enfin je sais qu'il y avait Mehdi Hassan notamment pendant un temps qui était là-bas, qui est plutôt voilà de gauche normale entre guillemets, socialiste, qui est vu comme socialiste là-bas, ce qui déjà est un gros mot aux États-Unis, face à 20 néo-nazis et qui se revendique vraiment fasciste, etc. Ou alors t'as un mec qui est néo-nazi face à 20 personnes qui sont plutôt démocrates molles et qui veulent parler de juste, je sais pas, l'importance de la religion, et puis voilà. Donc c'est là aussi où c'est pareil, t'avais du coup notamment une partie du débat avec dans ce deuxième type de débat là, t'avais du coup Charlie Kirk face à 20 personnes étudiantes je crois dans les universités, et qui disaient ouais ça veut dire quoi fœtus, ça veut dire petit enfant. J'essaie de faire ça son visage de con là, de connard, mais voilà. Et c'est quand même ce truc où oui voilà, c'est ça le Asif. Et typiquement moi j'irais même plus loin, hein, le Asif c'est que un film comme par exemple l'histoire de Suleiman est vu comme un film vraiment radicalement de gauche, alors que si quand même on analyse un petit peu le film, alors évidemment c'est pas ce que dit le film, mais je sais qu'il y a eu des analyses comme ça, notamment des gens du chat qui en ont parlé comme ça, que je vais pas citer Argolido, mais c'est vu comme un grand film de gauche, hein, évidemment, l'histoire de Suleiman, et ça reste quand même un film de gauche dans l'état politique dans lequel on est, en tout cas un film qui énerve les droitards, mais ça met quand même en scène le mythe du il faut être un travailleur sans papier exemplaire entre guillemets pour pouvoir accéder à la nationalité et pour pouvoir avoir ce pathos, comment dire, cette empathie là pour se dire ah quand même le pauvre en plus il a tout bien fait contrairement à d'autres. Donc c'est voilà, c'est la critique du blog Le Rayon Vert, ça m'étonne pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose où je comprends cette critique-là, je suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends à peu près cette critique-là des histoires de Suleiman. Et effectivement, oui, pour moi, je suis tout à fait d'accord du côté où peu importe qu'un sans-papier soit exemplaire, parfait, un truc du genre, typiquement, c'est un truc aussi que dit... c'est un truc aussi qui est une grosse critique autour de Némésis, donc le collectif féministe d'extrême droite, qui lui dit ouais, violeur étranger dehors. Super. Pour aller violer ailleurs, je sais pas. Et alors que les violeurs français, du coup, t'en fais quoi? Enfin, que des trucs comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi je vais là-dessus, mais voilà, quoi. Il suffit d'avoir un migrant dans son film pour être de gauche. Mais oui, ça vient d'ailleurs dans ce côté où c'est les critiques qui sont faites autour notamment de Destination Ciné, hein, par exemple. Bien sûr. C'est très libéral dans le fond comme film, très situé sur l'individu plutôt que le collectif, c'est dommage. Bah oui, parce que l'aspect collectif en plus du film, il est assez rabougri bizarre, quoi. C'est un petit peu ça. Rappel stratégie Terra Nova au PS quand la gauche a laissé tomber le peuple pour profiter électoralement des racisés, tout est parti en cacahuète. C'était pas exactement ça non plus, le rapport Terra Nova, hein, de ce que j'ai pu voir. Mais ça, pareil, c'est le rapport Terra Nova, il va falloir... ça commence à dater, hein. D'ailleurs le rapport Terra Nova ça a quasiment 10 ans, hein. Un peu plus même. C'était pour faire élire Hollande, etc. Enfin voilà. Et c'était vraiment ce truc en plus de quadriller les gens, de mettre les gens dans des cases, etc. Sachant que la gauche tire parti beaucoup du vote des jeunes, hein, tout simplement, parce que les jeunes sont généralement plutôt de gauche. Mais du coup... les jeunes, est-ce qu'ils rentrent dans un truc où... Enfin, le vote des jeunes est assez dur à situer également, parce que soit ils votent à gauche, soit ils votent pas. C'est un petit peu ça aussi. Donc voilà. Mais let Jean-Baptiste Horry-Cook. En tout cas, voilà, ce côté où effectivement les gens sont de plus en plus divisés, ça je pense qu'on peut être d'accord, hein, là-dessus, évidemment. Évidemment.
commun, ce dont vous parliez à propos des réseaux Il sociaux. n'y a qu'à voir les débats Twitter. mais après, voilà, Twitter, les gens, c'est pas la vraie vie. Hein. Twitter, c'est que 6% de la population française. Hein. C'est vraiment pas la vraie vie. Hein. Des fois, il faut un petit peu sortir et toucher de l'herbe. Hein. Et sachant que même si votre tweet il perce un peu, qu'il a une centaine, 1000 likes, tout ça, normalement, ça n'a pas trop de conséquences dans la vraie vie. Je dis ça, mais il y a quand même ce truc où moi, je tire également mon chapeau à des confrères que sont Régé Le Gorilla et Antoine Goya. Bon, déjà, parce qu'Antoine, j'ai déjà reçu, mais Régé, parce qu'on est parfois un petit peu en contact. Mais il y a quand même ce truc où Régé, qui s'en prend plein la gueule, tout ça, parce qu'il a dit une opinion plutôt basique de type... moi je vais pas pleurer la mort de Charlie Kirk, je vais pas non plus me réjouir, mais je vais pas pleurer. Je trouve que en plus il a dit un truc en mode les assassinats politiques c'est pas bien, ce qui pour moi est l'opinion la plus basique et légitime, hein, j'ai envie de dire. Enfin voilà. Et à côté t'as Antoine Goya qui lui juste analyse les discours de Charlie Kirk et qui trouve que c'est une merde, sachant qu'il le connaissait pas avant son assassinat. Et pour ça d'ailleurs, et c'est là aussi où on rentre dans quelque chose qui, moi je sais qu'il y avait des trucs où je me suis dit, bon, je vais pas le critiquer parce qu'il s'en prend déjà plein la gueule, mais notamment, par exemple, je crois que c'était Régé qui avait tweeté ça, où en fait, ça l'a doxé, ça a dit son nom de famille, etc., des trucs du genre, et pareil pour Antoine Goya, où ça l'a doxé, ça a dit où il habitait, tout ça. Oui, la réponse de Régé à Mila était quand même un sacré classique. Et il y avait ce truc où Régé disait « Ah, depuis qu'on m'a doxé, on fait que essayer de trouver des appartenances à la communauté juive, etc. Je n'ai aucun parent juif. Je n'ai aucun ancêtre juif. » Moi, j'ai quand même envie de répondre « Quand bien même, quand bien même tu serais juif, Régé, il n'y a aucun souci à ça. Il n'y a aucun souci à dire ce que tu dis et il n'y a aucun souci à dire tout ça. Moi, je suis juif, j'ai aucun problème à dire que Charlie Kirk, j'en ai rien à foutre qu'il soit mort. Genre voilà. » Et il y a quand même ce truc où ça essaye de dire que Antoine Goya, ça prend des screens où il est de profil et où ça dit regardez son nez. Quand on rentre là-dedans, je veux dire au bout d'un moment, est-ce qu'on est vraiment dans le camp du bien? Genre vraiment, c'est ça le truc. Au bout d'un moment, c'est assez dingue quoi. Et c'est pour ça que force et soutien évidemment à Antoine Goya et Régé là-dessus. Voilà, on est en big, on est en big 45 à faire de la taille des crânes, etc. Comment ça s'appelle le truc là, en mode mesurer les crânes des gens, tout ça pour savoir des trucs. Vraiment quoi. En tout cas, voilà, force à eux, hein, bien sûr, qui en prennent plein la gueule. Et force également, alors je sais qu'il y a Joël Postbat qui s'en prend plein la gueule aussi, pour des tweets radicalement basés. C'est-à-dire que moi, dès que je vois un tweet BMS dans ma TL, et que ça soit lui ou d'autres, c'est tout le temps quasiment des tweets basés. My CEO, hein, bien sûr, Joël. Rangez vos Squeezie, rangez vos Kameto, c'est Joël, mon CEO. Et puis voilà, hein. Et que des tweets basés de sa part, donc bravo à lui déjà. Qui produisent le contraire même de l'espace commun, si ce n'est qu'une succession d'espaces privatisés. Oui. Et en fait, quand Kennedy est assassiné, l'histoire a retenu notamment de ce fabricant de vêtements de Dallas, qui s'appelle Abraham Zapruder. Vous voyez, on lui pose une question sur Charlie Kirk, ça fait 1 minute 20, 1 minute à peu près qu'il répond. Et il fait que dire. Là, il commence à dire alors Abraham Zucker, qui a été ce mec qui était de Dallas, etc. Et qui, en fait, filmé avec son Super 8, il en a rien à foutre. Il est là pour déballer son discours. c'est vraiment génial, quoi. De Dallas, qui s'appelle Abraham Zapruder, très célèbre aux États-Unis, même un peu aujourd'hui en France, et qui... Et même le présentateur qui est en mode oula, je vais les lancer sur quelque chose. De Dallas, qui s'appelle Abraham Zapruder, très célèbre aux États-Unis, même un peu... Là, il se dit oula, ça durera combien de temps tout ça? Aujourd'hui en France. C'est pour ça, moi, je peux pas détester cette intervention. Non, je plaisante. Évidemment, on va en parler. Et qui, pour faire inaugurer sa caméra Super 8, se poste sur un muret de Dallas, sur Daily Plaza, et va... Elle est un peu plus en mode oula. Il cook. Et les gens du public, pareil, ça me fume. Oui, voilà, il est venu avec son PowerPoint et il a dit, alors, les événements, les grands événements, tout ça. Filmer le trajet de la limousine du président qui est en campagne à ce moment-là, Kennedy, pour sa réélection. Et sans le savoir, il va tourner le film le plus analysé de toute l'histoire du cinéma américain. Bien plus que Matrice, qu'un film de John Ford. Voilà, évidemment, il a cité John Ford parce que chez Jean-Baptiste Toré, faut pas non plus déconner. Non mais, en vrai, il a raison là-dessus, c'est-à-dire que le film de l'assassinat de Kennedy, c'est un des films les plus importants, je pense, de l'histoire du cinéma et qui a vraiment donné
toute cette génération entière des films de complot. Alors, Pakula, évidemment, avec Les Hommes du Président, mais on peut citer également une grosse partie de la carrière de Sidney Pollack, notamment Les 3 Jours du Condor. Là, voilà, Robert Redford vient de décéder, donc forcément, j'ai une pensée pour lui, hein, bien sûr. Mais voilà, il n'y a que ce truc-là, et notamment également toute la trilogie, la sorte de trilogie non officielle, avec, donc du coup, en hommage à Blow Up de Antonioni, avec Profondo Rosso, Les Frissons de l'Angoisse de Dario Argento, mais également du coup bien sûr ce chef-d'œuvre qui est Blowout de Brian De Palma, bien sûr, et aussi Conversation secrète de Coppola, qui sont vraiment les 3 gros piliers de ce côté où ça y est, on commence à devenir paranoïaque et on commence à analyser la quantité d'images et les images qu'on a et les petits sons qu'on peut entendre en fond, etc., pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à chaque fois et pour essayer de débusquer la vérité. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une génération où, là, typiquement Charlie Kirk, on a eu 7 angles pour savoir à peu près comment ce qu'il a pu être assassiné. Et donc, on n'est plus du tout exactement dans la même... dans la même matière, en fait. On n'est plus du tout dans le même cas où à l'époque de JFK, on essayait vraiment de comprendre ce qu'il y avait dans chaque pellicule, dans chaque image en fait qu'il pouvait y avoir. Donc c'est pour ça que moi c'est un truc où effectivement la culture qu'on a aujourd'hui, où en fait tout peut être filmé actuellement, que ce soit autant des grands événements, que ce soit autant des événements vraiment banals, entre guillemets, ou alors des génocides, hein, actuellement, qu'on peut voir filmés par des téléphones portables. Évidemment que tout peut être filmé, et donc il y a une sorte de quantité de matière absolument horrible, en fait, à analyser, et ça... Il y avait un jeu qui l'avait compris, c'était MGS2, évidemment. Et c'est quand même ce truc où c'est une partie également du discours de MGS2, c'est de dire on ne va pas non plus créer de mauvaises informations, créer de fausses informations, parce que je sais que le discours de MGS2 a beaucoup été analysé, le discours de fin de MGS2, de Metal Gear Solid 2, a été beaucoup analysé en disant que c'était pour prémisse des fake news, MGS2 qui est sorti en 2001-2002, et prémisse des fake news, donc en fait ça ne dit jamais les fake news, ça dit juste qu'ils vont créer le contexte. C'est-à-dire que la prolifération d'informations qu'il peut y avoir sur Internet et la prolifération de vidéos, d'informations, en fait, tout simplement, ça sera un terreau fertile pour créer du contexte. C'est-à-dire qu'on va pas juste tout mettre en avant, on va mettre en avant spécifiquement certaines choses. Et mettre en avant spécifiquement ces choses va permettre de créer du contexte. Je prends par exemple ce que disait Marion Maréchal Le Pen autour des viols des personnes étrangères à Paris. Alors elle dit un truc du genre 75% des viols commis dans la rue à Paris sont commis par des étrangers. Et on voit cette information-là, on est offusqué, forcément. Et on se dit putain, c'est horrible, renvoyer tous les étrangers chez eux. Et ensuite... ce qu'il faut quand même essayer de comprendre, c'est que oui, mais elle a zoomé sur d'une partie, parce qu'elle a dit uniquement dans la rue à Paris, dans les transports en commun, etc. Sauf que le problème, c'est que la majorité des viols, ça c'est quelque chose qui a été démontré, je crois que c'est 96%, quelque chose du genre, sont commis dans le cadre familial, en privé, chez soi. C'est pas exactement... Enfin, c'est pour ça que zoomer sur quelque chose qui est dans la rue, c'est zoomer sur une partie d'une partie, et en plus qu'à Paris. Donc voilà quoi. Alors que ça représente 12%, voilà, c'est ça. Et je veux dire, ce qui est déjà beaucoup, je pense qu'on peut se le dire, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où ça reste quelque chose où zoomer sur une partie de quelque chose, et c'est typiquement ce qu'essaye de faire, par exemple, F de Souche, qui est un média, qui est une revue de presse d'extrême droite, c'est que F de Souche, en fait, ça va être une revue de presse, donc ça va regarder tout ce qui se passe à droite, à gauche, etc. Et ça va ne sélectionner que les informations qui l'arrangent, quoi. Cherry picking raciste, puis n'explique pas pourquoi, plus patriarcat, plus raciste. Mais oui, voilà, j'ai vu la vidéo de Burgalassi sur Blast là-dessus. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et les victimes de viol dans la rue sont aussi des gens vivant dans la rue généralement. Tout à fait, exactement. Exactement. Et c'est pour ça que, voilà, c'est quand même ce truc où... alors 12% c'est tous les viols qui ne sont pas commis par des proches. Ok, pardon, Morasuro. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que on va essayer de construire une sorte de mythe avec exclusivement les informations qu'il y a autour vraiment de tout ce qu'on a et de toute la submersion qu'on peut avoir d'informations. Et on va essayer de construire tout ça, sachant que on n'est plus du tout dans le même contexte qu'à l'époque de JFK, où en fait on avait peu d'informations et donc on pouvait laisser libre cours à notre imagination. Là, notre imagination, finalement, elle est également façonnée
en justement prenant exclusivement ce qui nous arrange dans les informations, quoi. C'est ça qui est un petit peu compliqué, quoi. Et c'est pour ça que, enfin, les graphiques, encore une fois, il y a ce truc où je crois que j'avais vu un graphique là-dessus sur Twitter, mais c'est en fait que les opinions de droite divergent énormément, font que faire des trucs. Non, justement, le parallèle de Toré n'est pas caduque, parce que justement, il dit que là, on est dans quelque chose de différent. Qu'il disait, dans le cas de JFK, c'était l'œuf puis la poule, et là, c'était l'inverse. Donc c'est pour ça que là, c'est très différent aussi, bien sûr. Mais on va continuer. Mais je sais que j'avais vu une statistique également sur Twitter qui disait que les opinions de droite sont très divisées. Qu'en fait, tout le monde a des divergences d'opinion à droite à gauche, alors que les opinions de gauche sont plutôt rassemblées. Mais parce que, on va être honnête un petit peu sur le peuple de gauche, on n'est pas con. On n'est pas con. En fait, on essaye de se renseigner un maximum, on essaye de lire, on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe à droite à gauche en termes médiatiques. Donc on n'est pas si bête que ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir de tout ça. Qu'un film qui vient de sortir, il va tourner 20... Alors... que Matrix, qu'un film de John Ford. Donc alors évidemment, d'ailleurs, il a cité Matrix. Alors Matrix, c'est vrai qu'on l'a pas trop cité d'ailleurs dans les entretiens qu'on a fait, mais c'est aussi une grosse matrice de ses analyses, parce que c'est un des grands films qu'il a pu analyser, notamment, du coup j'ai fini enfin d'ailleurs entre-temps Quelle était verte ma vallée, où dedans, à un moment, il analyse évidemment, elle date d'il y a quelques jours, cette émission, et il analyse évidemment sous l'angle de Baudrillard, Matrix, sur le côté simulacre et simulation, tout ça, et c'est passionnant, bien sûr. Je crois que le chapitre s'appelle À quoi pense le cinéma américain quand il rêve de Baudrillard, et c'est absolument passionnant, et c'est une très très belle analyse de Matrix. Donc voilà, c'est une grosse partie de son œuvre, mais c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, et comme là il évoque, voilà. Et évidemment il évoque John Ford parce que c'est Toré, quoi, bien sûr. Alors justement, Ous il le dit plus tard, il le dit pas dans cet extrait là, mais il le dit plus tard, il le dit que c'est très fordien. Un film qui vient de sortir, il va tourner 26 secondes, donc 477 photogrammes. Je dis ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui traverse encore beaucoup les Américains. Il y a encore des fanatiques, des bœufs qui enquêtent sur JFK, photogramme après photogramme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit film de 26 secondes, dans la mesure où la réalité à l'époque elle est très floue, qui a tiré, d'où, il y a eu combien de balles, la fameuse théorie de la balle magique, enfin... C'est qui le gars? C'est Jean-Baptiste Toré. En fait, la version officielle... que j'ai déjà invité sur cette chaîne plusieurs fois pour parler de cinéma. Qui va débarquer en septembre 64 n'est pas beaucoup crue immédiatement. De la balle magique. Enfin, en fait, la version officielle qui va débarquer en septembre 64 n'est pas beaucoup crue et immédiatement contestée. Et donc, la vérité... Oui, donc c'est vrai qu'il y a ce côté... Et pareil, quelque part, il y a un rapprochement là par contre à faire, c'est que chez nous, dans notre camp, quand on voit des trucs en mode la CIA a dit ça, oui, mais en même temps, la CIA est proche de Trump. Donc, est-ce que c'est la source la plus crédible de tous les temps? En même temps, quand on voit des trucs en mode AFP qui vraiment fait une dépêche pour dire le colocataire de la colocatrice, je sais plus, de l'assassin serait une personne trans, que des trucs comme ça. Oui, du coup, on a un peu plus de méfiance là-dessus. Mais en même temps, en fait, ça revient aussi sur tout le débat qu'il y avait eu autour de l'extrait, le fameux extrait avec... c'était Patrick Cohen, un autre journaliste et 2 personnes, dont une du PS, qui faisait un dîner. Et en fait, il y avait une sorte de malaise de savoir est-ce qu'on pouvait à gauche le partager, sachant que à la base, cet extrait-là, il vient du journal de Marion Maréchal Le Pen. Donc c'est vraiment quelque chose où, en fait, c'est très très... on rentre dans des trucs assez complexes là-dessus. Je sais pas si c'est vrai d'ailleurs l'histoire de la colocatrice, parce que encore une fois ça vient de la CIA, et la CIA est dans la poche de Trump. Donc c'est que des trucs où que croire finalement aujourd'hui. C'est ça qui est très dur aussi dans cette quantité d'informations, sachant que Trump du coup a aussi fait sa campagne sur des fake news, sur des nouvelles où encore une fois la nouvelle est vue 100 000 fois, le démenti est vu 100 fois. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas non plus la vérité jusqu'à la fin. Et là, pour le coup, on se rapproche un petit peu de cette époque JFK, où effectivement, on peut pas savoir exactement ce qui s'est passé, on peut pas savoir... à l'époque, il y avait terreau à imagination, il y avait terreau à faire vivre notre imagination. Ah oui, on s'en fout, bien sûr, moi je suis d'accord, mais il y avait terreau à faire en sorte que notre imagination
fleurisse un petit peu et qu'on se dise qu'est-ce qui s'est véritablement passé autour de ces assassinats de JFK. Et c'est là où c'est très intéressant d'ailleurs de voir que le cinéma s'est réapproprié ça, encore une fois avec Blow Up, Blow Out, Profondo Rosso, Conversation secrète, tout ça, qui a vraiment fait tout un cinéma du complot, tout un cinéma à observer des petits détails et à les mettre en gros plan et à vraiment, alors Blow Up c'est vraiment agrandir une image, Blow Up c'est se concentrer sur un son et le repasser 50 000 fois pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc que ça en fait qui a été vraiment le cœur d'une grosse partie du cinéma de cette époque-là. Particulièrement aux États-Unis, hein, bien sûr, particulièrement à Hollywood. On va se dire que c'est dans un petit film qu'elle est. Donc le cinéma, d'une certaine manière, au sens cinéma et fiction et documentaire, est tout de suite au secours de la réalité historique. Autrement dit, pour comprendre ce qui s'est passé le jour de l'assassinat de JFK, il faut analyser le film. Donc, Truffaut disait, on a tous notre métier critique de cinéma. Ça se voit qu'il est très, très, très excité d'être là parce qu'il mâche un petit peu ses mots. Alors Truffaut disait on a tous deux métiers, notre métier et critique de cinéma, mais du coup il oublie quelques mots au milieu. C'est un petit peu ce qui est drôle. Les Américains l'ont fait dès 63. Et tout le monde a analysé ce petit film jusqu'à plus soif, et même encore récemment, et c'est devenu l'objet d'une série d'exégèses absolument infinie, parce qu'on considérait que dans l'image, il y avait la vérité de l'événement. Il faut rappeler que le film d'Abraham Zapruder, celui qui a filmé par inadvertance l'assassinat Kennedy, n'a été diffusé sur la télévision américaine officiellement qu'en 75, mais dès 67, à l'époque du procès de Jim Garrison à la Nouvelle-Orléans, il est fait des copies pirates de ce film, et Garrison a l'idée géniale de se dire on va balancer sur les campus universitaires en fait ce petit film entre des grosso modo entre des bandes pornographiques hardcore. Il y aura l'assassinat du président Kennedy et à l'époque cette image. Ce côté très snuff movie hein, d'ailleurs de l'époque et ce qui est, je veux dire aujourd'hui côté un petit peu aussi Red Room d'ailleurs aujourd'hui de la fascination qu'on peut avoir pour ces images vraiment absolument atroces et que personne ne devrait regarder, j'ai envie de dire, personne ne devrait avoir à regarder ce genre d'image là évidemment, mais en même temps tout le monde est fasciné et tout le monde a envie de voir ce genre d'image là. C'est ça qui est un petit peu également fort de café à regarder, mais en même temps tout le monde est fasciné et forcément c'est l'assassinat d'un président des États-Unis. Et là d'ailleurs je veux dire, je sais qu'il y a énormément d'hommages autour de Charlie Kirk et je me dis mais putain le mec c'est un influenceur d'extrême droite. Demain Papacito meurt, je pense pas qu'il y ait des hommages nationaux autour de lui quoi. Demain Zemmour meurt, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on a vu avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est mort, il y a eu bien plus de gens qui étaient dans la rue à célébrer plutôt que d'hommages vraiment carré autour de ce qui s'est passé, hein, ça c'est sûr, bien sûr. Mais en même temps, et ça d'ailleurs, c'est un truc d'ailleurs, il faut se rappeler hein, par rapport à ce que peut dire Toré, à ce que peuvent dire beaucoup de gens, c'est que se réjouir d'un assassinat, c'est pas normal. C'est vraiment, enfin, ce n'est pas censé être normal. C'est-à-dire que la majorité des gens, peu importe ce qu'ils pensent, ils se disent ah mais quand même. Ça va, c'est pas si pire que ça. Et je pense qu'il y a aussi un côté où, comment dire, il y a un côté où, de manière très personnelle, je pense que n'importe qui est normal, je pense que là, demain, j'appelle mes darons et je dis, t'en penses quoi de Charlie Kirk, qui vont dire, oh, quand même, je vais pas me réjouir de sa mort, peu importe qui c'est, peu importe ses opinions. Alors, déjà, parce qu'ils n'ont pas forcément pleine connaissance de qui c'était, parce que j'avais vu un tweet qui était très pertinent là-dessus, qui disait, si vous ressentez un petit peu du regret, si vous ressentez un petit peu un côté très, ah, mais quand même, qui repose en paix, que son âme repose en paix à Charlie Kirk, allez sur son Twitter et scrollez 5 minutes. Vraiment, et c'est un truc effectivement vous pouvez le faire de votre côté parce que il y a quand même ce côté où effectivement c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un gars qui est absolument dégueulasse et où vraiment vous scrollez 5 minutes maximum et c'est bon, vous trouvez que c'est absolument horrible et que c'est absolument dégueulasse. Typiquement voilà, moi je vais faire ce truc là, je vais aller un petit peu sur le profil de Charlie Kirk. Pour ça je vais retrouver ah oui, pardon, c'est lui. Tac. Mais en tout cas, vous regardez un petit peu le profil de Charlie Kirk. Alors là, forcément, du coup, il y a eu des trucs hommages, etc. Et vous regardez un petit peu ce qu'il a pu dire précédemment. Bon, il y a eu cette affaire qu'il instrumentalise avec l'Ukrainienne, sauf que lui était anti-Ukraine, anti personne étrangère sur le territoire américain, etc. Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, il dit... Attendez, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit un truc en mode I met black, donc noir, en majuscule, mais white, blanc, en minuscule. C'est vraiment... c'est ça la gueule de ton combat, quoi. Tac.
Qu'est-ce qu'il dit? Oui, non, mais c'est toujours la même affaire. Et d'ailleurs, les gens font le parallèle un peu entre les deux également. Donc voilà, que des sélections de faits divers à côté. Nous avons eu des propagandes par des menteurs et des faux dans les médias qui veulent dire que l'Amérique est un pays vicieux et raciste et qui fait des attaques discriminantes sur les Noirs et que les attaques discriminantes sur des Noirs par des Blancs se passent tout le temps. Mais les nombres disent la vérité et en fait les nombres disent que c'est pas tout à fait le cas, etc. Que des trucs comme ça sans vouloir réfléchir à pourquoi. Oh putain, la vidéo, j'espère qu'il va pas passer la vidéo. Mais voilà, que des trucs comme ça. Ça, pareil, c'est un truc où c'est une fake news, où en soi, ça n'a jamais vraiment mentionné ça. Parce qu'en fait, quand tu fais des recherches du genre, finalement, George Floyd, ça revient pas tant que ça. Que des trucs comme ça. Enfin, que des trucs du genre. L'islam est l'épée que la gauche utilise pour trancher la gorge de l'Amérique. C'est vraiment, ça c'est une folie, hein, les gens, de dire ça. Donc voilà, vous scrollez vraiment 5 minutes là-dessus. Vous scrollez 5 minutes sur son compte et vous êtes déjà en mode ah mais c'est une merde. ICE, qui du coup est la manière de déporter aux États-Unis les personnes étrangères. Les illegal aliens, donc les personnes sans papier en fait tout simplement. Ça a publié une liste de criminels illégaux en fuite actuellement protégés par l'état sanctuaire de l'Illinois parce que oui, d'ailleurs, il y a ce truc où c'est fédéral, les États-Unis. Enfin, bref, que des trucs comme ça. Que des trucs du genre. Enfin, que des trucs comme ça où c'est juste, ça a l'air d'être des personnes plutôt normales. Je sais pas. Que des trucs comme ça, quoi. Tac. Alors que la nouvelle de la mort d'Irina Zarutska aux mains d'un criminel de carrière à Charlotte est encore fraîche, Zoran Mamdani promet de vider les prisons de New York. Mamdani va déclencher une vague de criminalité digne des années 90 à New York et de nombreux autres New-Yorkais vont mourir. Nous avons besoin de plus de criminels en prison, pas de moins. Que des trucs comme ça. Vraiment, c'est ça qui est une folie. Des trucs où il dit que la lettre de Trump à Epstein est fausse parce que la signature, elle paraît fausse, etc. Que des trucs comme ça. Et c'est, voilà. Un tweet où il approuve le fait que l'immigration de masse est une arme de destruction massive, etc. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté où il y a plein de gens qui pensent, oui, bah Charlie Kirk, c'est un mec d'extrême droite plutôt basique. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Sauf que les gens, il est taré. Enfin, vraiment. Et là, encore une fois, c'est ça qui est fou, quoi. C'est choquant à quel point tant de pasteurs étaient en colère parce que George Floyd avait fait une overdose mais s'en fiche qu'une femme blanche a été brutalement assassinée par un récidive de 14 chefs d'accusation. Mais que des trucs comme ça où il compare en plus le meurtre de George Floyd par l'État. Putain, j'espère qu'il n'y a pas la vidéo de la meuf. Mais il compare le meurtre de George Floyd par l'État d'un meurtre entre deux personnes qui ne sont pas représentants de l'État. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Que des trucs comme ça. Oui, le mec a été en boucle vraiment sur tout ça. Nous avons pas assez de personnes en prison aux États-Unis. En plus, les prisons aux États-Unis, c'est vraiment. Enfin, pour le coup, chez nous, c'est vraiment pas la même chose, hein, les prisons. Hein. C'est-à-dire que, autant chez nous, évidemment, les conditions sont atroces, les conditions sont horribles, mais aux États-Unis, les conditions dans les prisons sont absolument inhumaines, quoi. Vraiment inhumaines, évidemment. Oui, non, mais Marion Maréchal qui a rebondi dessus, parce que c'est un truc qui marche aux États-Unis également, hein, bien sûr. Bien sûr. Je serais très curieux de savoir combien il a touché pour dire toutes ces dingueries, tout autant que les droits tardés avec la pastille bio comme Cro-Blanc. Non, mais évidemment, mais ça, c'est vraiment ce truc où Turning Point, de toute manière, c'est financé en plus par des milliardaires, par des millionnaires de droite, d'extrême droite, etc. Hein, bien sûr. Donc bon. Qui fait ce petit film entre grosso modo entre des bandes pornographiques hardcore, il y aura l'assassinat du. Et c'est vrai que voilà, du coup, pour rebondir un petit peu sur ce que dit Toré, c'est qu'effectivement il y a ce côté où l'assassinat de Charlie Kirk, là il a été filmé en 4K par 7 angles différents de point de vue avec des caméras HD. Enfin vraiment c'est pas la même chose que le mec avec son petit Super 8 tranquille, quoi, vraiment. Le fait que Charlie Kirk soit considéré comme un des moins extrémistes de l'alt-right et soit critiqué parce qu'il est jugé comme trop mou par des fous furieux comme Nick Fuentes en dit long aussi. Alors en vrai, c'est là aussi où il faut toucher de l'herbe. Charlie Kirk est vu quand même comme un mec plutôt d'extrême droite. Enfin vraiment, quand même vraiment d'extrême droite. Évidemment, il y a des gens qui le soutiennent parce qu'ils sont au pouvoir, etc. Mais il y a quand même des gens qui disent ouais quand même il est d'extrême droite vraiment vénère, quoi. Mais tout comme, je veux dire, en France également, il y a eu ce moment où par exemple il y a eu une interview assez lunaire de Michael Youn
où il mentionnait le fait que des gens reprenaient son tube. J'espère que ce matin, je sens que ce matin va être une pure soirée, lors de l'enterrement de Jean-Marie Le Pen, lors de la mort de Jean-Marie Le Pen, lors de l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, et où il disait ouais mais moi je pense que si demain Jean-Marie Le Pen, si demain Hitler venait à mourir, je ne vais pas me réjouir, je vais plutôt pleurer, je vais plutôt pleurer en fait en faisant ça. J'aimerais quand même qu'on regarde un petit peu un petit truc, une petite archive autour de Michael Youn, mais quand même je pense qu'on peut dire qu'il en avait un peu rien à foutre finalement de Hitler et qu'il en a même plutôt rigolé. C'est un petit peu ça. Alors après, il avait le droit d'ailleurs de faire ça, il est juif, Michael Youn, donc il a le droit. Mais il y a quand même ce truc où si on commence à donner du crédit à ce que Michael Youn, à ce que dit Michael Youn, on n'est pas rendu. Non mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que, parce que je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait mentionné la déclaration de Jimmy Lee Curtis qui disait ah quand même j'étais pas d'accord, mais c'était un père de famille, c'était machin. Bon rappelle les gens, je pense que sa fille va très bien aller, que a priori son college fund, donc son fonds pour les écoles d'université où c'est payant là-bas est plutôt assuré. Enfin voilà, et que je pense même qu'il va plutôt bien vivre qu'avec plutôt son père, quoi. Vraiment, je pense que là-dessus, il n'y a aucun problème pour qu'elle vive bien. Hein. Donc voilà. Continuons un petit peu. Mais en tout cas, il y a quand même ce côté où, effectivement, là, ça a été filmé sous plein d'angles différents et avec des caméras HD 4K, où tout le monde aux États-Unis a des iPhones. Donc voilà, c'est un petit peu ce truc où, a priori, on sait ce qui s'est passé et on devrait savoir rapidement ce qui s'est passé, même si il y a quand même un doute parce que le CIA, la CIA, le FBI sont dans la poche de Trump. Et voilà, il y a plus de la défiance de ce côté-là plutôt que de la défiance dans les images. Parce que oui, ça s'est passé et c'est bon, on a vu la balle, on a vu que ça a saigné énormément. Voilà, mais on sait que ça s'est passé. C'est comme typiquement le 11 septembre, on sait ce qui s'est passé, il y a plein d'angles de caméra, mais il y a quand même des trucs que les gens ne sont pas non plus, les gens doutent un peu sur ce qui a été filmé exactement, que des trucs comme ça. Mais en même temps, on sait ce qui s'est passé, on a vu. Enfin, on va pas réfuter que le 11 septembre se soit pas passé. Oui, le 11 septembre s'est passé, il y a eu 2 tours qui sont tombés, mais en même temps, est-ce que c'est dû aux avions, est-ce que c'est dû à machin? Bon, voilà, que des trucs comme ça. Président Kennedy, et à l'époque cette image qui fait scandale, qui est le crâne de JFK qui explose plein champ, on se souvient de cette image-là, oui. Qui a complètement changé le régime des images américaines. En 63, il y a un avant, un après. Don DeLillo, l'écrivain, disait c'est les 7 secondes qui ont brisé en deux ce siècle et l'Amérique. Et donc on va... Parce qu'en plus, voilà, JFK qui était vu comme l'espoir de la gauche et qui vraiment qui était vu comme démocrate, quasiment socialiste pour son époque et tout, et l'Amérique s'en est jamais vraiment remis, hein, bien sûr. Jeune en plus, enfin voilà. Ces copies, si vous voulez, du petit film L'assassinat de JFK vont être diffusées sur les campus parce que l'idée, c'est de se dire, puisque le gouvernement, Johnson, Warren, personne ne fait rien, on va provoquer par la base et via les campus une demande, en tout cas une volonté de réouvrir cette enquête-là. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'à force de faire des copies, on n'est pas aujourd'hui en DCP ou en numérique, à force de faire des copies, la qualité du film dégénère. Et à la fin, on ne voit plus rien. C'est comme dans Blow Up d'Antonioni. Ce qui fait qu'on... Évidemment, il est obligé de mentionner Blow Up d'Antonioni. On délire, en fait, derrière le moindre pavé. Lui, alors le journaliste qui est en mode putain, il a pas fini. C'est comme dans Blow Up d'Antonioni. Ce qui fait qu'on délire, en fait, derrière le moindre pavé, derrière le moindre bosquet, n'importe quoi. Là, il y a un flic, là, il n'a pas. Là, il va à droite, là, il va à gauche, etc. Et aujourd'hui, alors Aujourd'hui, ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que Charlie Kirk, vous disiez rupture et continuité. Moi, je pense plus rupture Charlie Kirk, il y a l'image. Oui, mais l'image ne fait plus débat. Et ça, l'image ne fait plus débat, grosso modo, depuis le 11 septembre. Il y aura toujours quelques illuminés complotistes, y compris même aujourd'hui pour Charlie Kirk. Alors, quand même, pour le 11 septembre, il y avait vraiment beaucoup d'illuminés du complotisme. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis de ça. Hein. J'en ai vu certains s'amuser à regarder la façon dont il changeait sans cesse son alliance de doigts. Oui, alors ce qui est juste un truc où en fait il a une sorte de truc pour steamer qui est une bague. Alors moi j'ai plein de trucs aussi pour steamer en mode des petits fidget cubes, tout ça. Je n'utilise pas trop hein, parce que ça va en vrai. Mais j'ai ma jambe qui fait que vriller. Et voilà, c'est juste qu'en gros il a une sorte de bague qui peut, en fait avec laquelle il peut jouer mais comme un stylo où il joue entre les doigts, etc. Ça veut rien dire. C'est juste ça quoi, vraiment ça veut rien dire.
Bon, ça, c'est le signe de quelque chose. Bon, ça sont des éliminés. En fait, J'ai vu un autre truc, genre un mec qui se retrousse les manches et ce serait le signal pour le tirer. Oui, voilà. Mais non, non, en fait, les gens ont cru que l'image a été fabriquée, particulièrement aussi, ça c'est un angle mort un petit peu dans son intervention, c'est que oui, bah il y a les IA qui font que proliférer actuellement, et ce qui permet d'ailleurs de produire des images en mode Charlie Kirk qui esquive la balle et qui va au paradis, etc., que des trucs comme ça. Bref, et, et que des trucs du genre où effectivement, il y a ce côté où, comment dire, il y a ce truc de dire non mais les images sont fausses, et c'était vraiment pendant les premières heures où on savait pas exactement ce qui s'était passé. J'ai dit Charlie Kirk, pardon, j'ai loupé le R. on en fera Quel rien. dommage. Mais la question de l'image, la vérité de l'événement en tant qu'est-ce qui s'est passé, pas d'un point de vue d'interprétation ni symbolique, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est d'accord, ça a été réglé en quelques secondes, diffusé de 1000 manières sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais Et donc là il est en mode ok, j'ai terminé, mais j'ai pas encore tout à fait fini. Et là, on rentre dans le côté où les gens étaient pas tout à fait d'accord. donc tout ça pour dire quoi? Oui, j'attends. Tout ça pour dire quoi? C'est que tout à l'heure en venant, je me disais finalement est-ce qu'il y aurait un film, parce que je suis là en tant que monsieur cinéma, c'est un peu ça. Vous êtes là Lui, il est en mode putain, ça fait 5 minutes il parle, j'ai plus d'idée de quoi en dire. tant que Jean-Baptiste En tant que Toré. Jean-Baptiste Toré. Et donc, est-ce qu'il y aura un film qui permettrait de qualifier en fait la situation d'aujourd'hui? Je me suis dit, c'est Les Dents de la Mer de Spielberg. Et Alors sachez que moi en fait le truc c'est que je me suis dit bon je vais filmer un peu son intervention, j'imagine que c'est pas trop long, bon je m'attendais pas à ce que ça soit si long, et au bout de 5 minutes il dit ça, j'ai hurlé de rire. Je me suis dit putain mais encore une fois il va citer Les Dents de la Mer de Spielberg, et en plus il le cite de la même manière dont on a parlé dans l'émission, puisque attendez, il n'y a pas de requin, il n'y a pas d'océan, mais je me disais... avec en plus le mec qui fait Tintin, qui le fait très mal, en plus qui fait très mal le rythme, mais il le cite de la même manière, et il le cite, alors après c'est assez intéressant d'ailleurs ce qu'il en dit. Oui, il aime pas le film, mais d'ailleurs vous allez voir un peu ce qu'il a à en dire. En fait, la situation d'aujourd'hui, je me suis dit, c'est Les Dents de la Mer de Spielberg. Et il n'y a pas de requin, il n'y a pas d'océan, mais je me disais, en fait, Les Dents de la Mer, c'est un film catastrophe. Serge Danet, qui était un célèbre critique de cinéma. Voilà, Serge Danet, Matière Grise, tout ça, que des trucs comme ça, enfin voilà. C'était déjà le truc qu'il disait quand il était venu ici, c'était Matière Grise, oui, il veut le beurre et l'argent du beurre, comme ça, oui, Tintin. Au début, j'ai cru qu'il faisait une référence au Tintin de Spielberg. Je me suis dit, bah oui, il a fait un Tintin, effectivement, mais non. Mais du coup... voilà, il a tout name drop, et dites-vous plus tard dans ses autres interventions, il dit un truc en mode quand il parle des réseaux sociaux, il dit moi comme vous, je passe 3-4 heures sur les réseaux sociaux. Bon, bah oui, on devient une sorte de bête cronenbergienne où on commence à se modifier à cause des réseaux sociaux, à cause des téléphones, etc. Enfin voilà, faut faire un bingo Toré. Putain, mais Safran, c'est... Quelle belle idée. Ah oui, non, pardon, faut faire un bingo de ses interventions. Oui, non, mais je croyais que tu parlais du bingo des films. Je suis con. Mais oui. Cinéma, Les cahiers du cinéma. avait écrit une critique assez assassine à l'époque des Dents de la Mer en disant finalement c'est un film catastrophe qui utilise des ressorts du film catastrophe. Et le ressort du film catastrophe, c'est quoi? Et c'est notre époque d'aujourd'hui. C'est on fabrique un collectif de trouille. On soude des gens artificiellement autour d'une peur qui est très souvent illusoire, voire complètement hallucinée. Alors... c'est là où je suis pas d'accord. C'est que quand il dit très souvent illusoire, bah non, il y a quand même des gens qui se font tuer parce qu'ils sont trans, parce que c'est des personnes noires, etc. Ça, c'est là où je suis pas d'accord. Parce que du coup, ce qu'il va dire juste après d'ailleurs. Alors pour les Trumpistes, ils ont le sentiment d'être comme cette femme au début du film, entourée par des requins qui s'appellent des wokistes et des migrants illégaux. Et puis pour les gens de la gauche radicale, ils sont dans cette même océan Pacifique, attaqués par des requins qui ressemblent cette fois à des fascistes et à des nazis. Voilà. Bon, là, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. sachant que voilà, c'est quand même ce truc où... Alors après, je vois ce qu'il veut dire dans le côté où... En fait, ça me fait penser à... on va regarder après la bande-annonce du film d'Orelsan, là, Yoroi. Mais ça me fait penser à ce que disait Orelsan... Oh putain, après le haut du panier, j'ai envie de dire. Dans ce que disait Orelsan, où il disait... tout le monde... Enfin... Ah putain, il disait un truc en mode chacun dans son coin, soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire, quelque chose comme ça, que des faits divers, etc., des trucs du genre. Mais en fait, voilà, c'est un peu le côté observateur, Eddington, etc. Mais en fait, je vois le truc où effectivement c'est assez...
il y a ce truc où effectivement tu te construis des moulins contre lesquels tu vas te battre comme dans Don Quichotte, mais en même temps il y a quand même une vraie raison pour laquelle des gens de gauche, même de la gauche radicale, qui est assez marginale hein, aux États-Unis, pourraient avoir peur. C'est quand même effectivement que les personnes trans se font tuer dans la rue par moment, il y a des school shootings, il y a énormément de quoi avoir peur. C'est un petit peu ça. Là où la droite qui a peur des wokistes, je pense qu'on peut se dire que c'est pas la même chose, quoi. La droite a peur des wokistes, pourquoi ? Parce que c'est des trucs infondés. Et là, je le rejoins, hein, tout à fait, c'est des trucs infondés, pour le coup, que la droite ait peur des wokistes. C'est des peurs en mode, les wokistes vont couper le zizi des enfants, etc. Et vont les forcer à transitionner, ce qui est des peurs tout à fait infondées et dégueulasses. C'est ça le truc, évidemment. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire, les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Oui, voilà, c'est ça, c'est cette réplique-là auquel je pensais de Orelsan. Alors évidemment, je dirais pas que c'est le plus grand analyste politique du monde, donc voilà. C'est pas comme s'il y a des mises en place de censure sous Trump, bientôt les profs sélectionnés selon leur discours, la mise en place de lois contre les trans, contre les femmes. Voilà, ils ont quand même plutôt raison d'avoir peur. Je pense qu'on peut se le dire, ils ont raison d'avoir peur à gauche, alors qu'à droite, ils ont pour le coup plutôt tort. Donc c'est pour ça que, après... Le truc, c'est que je pense que Toré, il est matrixé par les fameux wokistes américains qui sont 4 dans des facs et où ils sont là à faire des sittings pour X ou Y raison. Ce qui est un peu d'ailleurs ce qui est montré dans Eddington, hein, d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je sais pas si Eddington est un film vraiment anti-gauchiste. C'est plus de dire, bon, quand même, le gauchisme performatif, on va dire. Sardoche avait une très belle formule qui était de dire... Je m'enfonce. Non mais Sarnoche avait une très belle formule qui était de dire il faut différencier la gauche, mouvement politique, des gauchistes, entre parenthèses, maladie mentale. Ce qui est quand même... J'entends ce qu'il veut dire. Non mais voilà, c'est Pio, tu mentionnes un vrai truc. Et ça par contre c'est un truc où, en vrai, c'est quelque chose qui est très, très pertinent d'ailleurs dans ce côté où, personnellement, je sais que j'avais des potes qui venaient et qui me disaient ouais, alors moi je suis plutôt de gauche, moi je suis plutôt je suis plutôt Sardoche, Lénine, même discours, mais oui bien sûr, moi je suis plutôt oui, en plus c'est Sardoche qui cite Lénine, hein, bien sûr, le gauchisme, maladie infantile du communisme, je crois, un truc du genre, mais il y a quand même ce truc où je voulais aller, c'est que en fait moi je connaissais des gens qui étaient plutôt à traîner avec des gens plutôt de gauche, à traîner avec que ce soit des minorités de genre, que ce soit des personnes, des noirs et des arabes, etc. Et il y a quand même ce truc où... oui, voilà, c'est ça, Alice Bus, moi je suis d'accord. Il y a quand même ce truc où... Ah, pardon, poisson. Mais il y a quand même ce truc où, genre, tu sais, tu disais, ah, moi, je vote Mélenchon parce que c'est la gauche. Et tu disais, ouais, moi, je peux pas voter la gauche. Et en fait, il y a ce côté où ils ont une sorte de dissociation entre leurs idées politiques et ce qu'ils pensent vraiment des choses, en mode tu leur présentes un discours, tu leur dis voilà des arguments, voilà en fait c'est un truc tout bête, hein, c'est un truc qui est fait énormément de fois, bien sûr, c'est tu vas voir quelqu'un qui se dit ah moi j'aime pas la gauche, etc., et tu présentes des mesures du programme L'Avenir en commun ou de n'importe quel programme de gauche, et tu dis est-ce qu'avec ça t'es d'accord? Il va te dire oui. Et à la fin, tu dis oui, c'est le programme L'Avenir en commun. Et il va te dire non, mais je suis pas d'accord parce que Mélenchon, machin, et puis machin. Et je sais que j'avais des potes comme ça et qui me mentionnaient la vidéo Evergreen. Enfin, tout ce qui se passait en mode Evergreen, mais également, enfin, je sais pas, en France, c'est plus, par exemple, le plug Place Vendôme. Les gens qui sont matrixés encore aujourd'hui par le plug Place Vendôme et pour dire voilà, l'art contemporain, c'est ça. C'est uniquement ça. Et donc, la gauche aux États-Unis, c'est uniquement Evergreen. Et il n'y a pas d'autre gauche qui existe. Et donc, c'est un petit peu ce truc-là où, à chaque fois, t'as que une sorte de division d'opinion comme ça, où c'est matrixé par 3-4 événements. En France, c'est également, je sais pas, l'intervention dans Arrêt sur image de mais je ne suis pas un homme, il y a une différence entre l'identité de genre et la représentation du genre, etc. Des trucs comme ça. Et t'as vraiment ce truc où ça boucle autour de ça, et pour caricaturer des opinions, et pour dire, voilà les opinions qu'il y a à gauche, et voilà ce qui se passe à gauche, et voilà, c'est quoi la gauche. Sauf que c'est pas du tout le cas, c'est des personnes qui sont dans leur coin et qui font des trucs dans leur coin. Moi je suis pas nécessairement tout le temps d'accord, mais je veux dire, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit de faire ce qu'elles veulent, et même le truc avec le marronnier du
ah mais je ne suis pas, qui vous dit que je suis un homme, je m'identifie à un hélicoptère Apache, tout ça, bah c'est des parodies où en soi, moi j'en ai rien à foutre que quelqu'un s'identifie comme un hélicoptère Apache, tu fais ce que tu veux, et c'est tout quoi. Et ça permet en plus d'alimenter une sorte de discours à gauche où moi je dis ça, moi je dis j'en ai rien à foutre que quelqu'un s'identifie comme un hélicoptère Apache, et il y a quelqu'un d'autre qui va dire non c'est important parce que l'identité de genre en fait c'est très important, et puis en fait tu peux pas t'identifier à un truc qui n'existe pas, qui est pas matériel, enfin que des trucs comme ça, et c'est vraiment, enfin ça fait que des discours entre la gauche qui sont assez néfastes quoi, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que moi je vois Toré, évidemment c'est un vieux monsieur, il y a quand même ce truc où effectivement là quand il renverrait dos à dos, c'est pas nécessairement qu'il renvoie dos à dos, c'est qu'en fait il dit que dans la tête des gens il y a d'un côté des gens plutôt de gauche qui disent j'ai peur des fascistes, et des gens plutôt de droite qui disent j'ai peur des wokistes. Donc oui, factuellement on peut dire qu'il renvoie dos à dos, mais il y a quand même ce truc où il dit bah dans la tête des gens il les renverrait dos à dos quoi. Donc voilà. Oui, non mais Poisson, c'est des trucs où effectivement, et tu rentres dans des débats où, encore une fois, le commun des mortels s'en fout de ce genre de débat-là. Enfin, c'est un petit peu ça. Mais grosso modo, on a un collectif de trouille qui a fabriqué du monstre. Et on voit bien qu'aujourd'hui... Et par contre, je suis d'accord avec son analyse autour de Jaws, hein, qui est d'ailleurs une analyse qui est utilisée notamment pour parler du côté où ça serait un film extrêmement... comment dire, extrêmement droitard, parce que c'est un film qui montre le mal comme étant le mal absolu. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où il n'y a pas de nuance en fait quelque part, et il n'y a pas de nuance autour de comment il y a un mal absolu, c'est le requin. On sait pas pourquoi il fait ça, on sait pas qu'est-ce qui le motive, et donc c'est le mal absolu, c'est ça. Et donc c'est un petit peu la critique qu'on pourrait avoir autour de tout ça quoi. Donc bon. L'un des arguments des moments pour discréditer les gens de gauche, c'est de cibler les gens qui aiment le Japon en leur disant que c'est un pays fasciste. Faux selon Roberto Eco, et puis sérieusement. Donc eux seraient fascistes. Oui, c'est ça, c'est-à-dire de dire, bah en fait, tu dis que t'es de gauche, mais t'aimes le Japon, et t'aimes Naruto, et t'aimes One Piece. Et typiquement, c'est des arguments aussi qui sont utilisés pour dire, quand t'as des gens qui disent, ouais, mais One Piece, enfin, je sais pas, des gens de droite qui sont en mode, qui sont pro-israéliens, et qui disent, et qui ont une PP One Piece. Les racistes qui ont une PP One Piece, ça c'est quand même une folie. Et il y a quand même ce truc où, comment dire, c'est quand même quelque chose où à chaque fois tu dis ça et tu te dis ouais mais le Japon c'est un pays d'extrême droite. Bon quand bien même un pays d'extrême droite serait radicalement d'extrême droite et tout le monde serait d'extrême droite, et quand même il n'y aurait pas de gauche au Japon. Enfin c'est que des arguments comme ça, où ça a pas de sens quoi, ça a vraiment pas de sens. Merci de me spoiler Sepio. Moi ça fait longtemps que j'ai pas regardé, donc bon. Mais oui en fait je vois le truc où c'est le même centriste, I can tell the difference entre... enfin, je peux pas savoir la différence entre un nazi et une personne de gauche. Oui, ce truc en mode... on veut des droits civiques, on veut tuer tout le monde à côté. Est-ce qu'on peut pas faire un compromis? Enfin, des trucs du genre, qui a une mentalité qui est pas du tout importée en France, mais parce que, encore une fois, on est dans une sorte de bipartisme aux États-Unis où bah, c'est soit l'un, soit l'autre, et c'est ça qui est difficile, quoi. Qui est difficile à emmagasiner, j'ai envie de dire. Donc bon. C'est les pro-Trump qui sont fans de Star Wars, c'est le meilleur exemple. Mais oui, c'est débile, hein, bien sûr. Si les gens sont des fascistes, c'est aussi un choix. Non mais oui, évidemment. Mais oui, c'est aussi un choix, et c'est aussi un truc où bah, tu vas pas remettre en question, enfin, tu vas difficilement remettre en question les trucs. Ce qui est un truc qui, à gauche, en soi, j'ai quand même l'impression qu'on remet en question notre truc, ou au moins qu'on met en lumière l'absurdité des choses, qu'on met en lumière l'absurdité de devoir se dire oui alors je suis fan de ça, mais en même temps bah je sais pas, je suis fan de telle personne, mais en même temps elle est un petit peu sexiste, mais en même temps c'est important pour le droit civique, mais en même temps c'est pas très bien parce que machin, enfin que des trucs comme ça quoi. J'ai pas d'exemple en tête. Quand d'en face c'est plus un interlocuteur avec lequel on peut... collectif de trouille qui a fabriqué du monstre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le camp d'en face, c'est plus un interlocuteur avec lequel on peut éventuellement discuter, voire échanger sur un espace ou dans un espace commun, c'est un monstre. Et à partir de là, on peut observer les différentes dérives qu'on connaît aujourd'hui. Bah précisément, sur ces... Et merci pour cette analyse que je trouve brillante. Donc voilà. Bon, il a un petit peu moque tout le monde. Mais en vrai, je vois ce qu'il veut en dire aussi, parce que, mine de rien, il y a 20 ans, c'était pas exactement les mêmes discours. Moi, je me souviens d'un moment où c'était un moment qui était ressorti, c'était la course en 2008
pour la présidentielle aux États-Unis, où c'était du coup Obama face à, je crois que c'était McCain, c'est ça, c'était McCain à l'époque, je m'en souviens parce qu'il a le même nom que les frites, mais c'était Obama face à McCain, et t'avais du coup une intervenante, enfin c'était un truc en mode chacun posait des questions, et t'avais une intervenante qui disait ah mais de toute façon moi Obama je pense qu'il mériterait même pas d'être aux États-Unis, et McCain qui le recadrait et qui disait attention hein, Obama c'est quelqu'un, enfin c'est quelqu'un, c'est un père de famille qui croit en Dieu, parce que pareil, hein, l'importance de la religion aux États-Unis, c'est vraiment que les gens prient sur la Bible, etc. Enfin, les gens sont inaugurés sur la Bible, etc. Et il disait non, attention, c'est juste quelqu'un avec qui j'ai des désaccords. J'ai des désaccords sur plein de trucs, mais c'est un homme honnête. Je crois qu'il veut faire le bien, mais moi je suis pas d'accord avec lui. Et puis voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On n'est plus du tout là-dedans. C'est Trump qui dit Crocodile Harry, Sleepy Biden, etc. Enfin, vraiment, c'est ça le truc. Et encore une fois, voilà, c'est alimenté aussi par des théories qui sont pour le coup nées bien plus tard de Obama n'est pas né aux États-Unis, etc. Enfin, voilà. C'est quand même ce truc où, effectivement, c'est là où c'est assez fou et c'est là où, effectivement, moi je le rejoins là-dessus, c'est qu'il n'y a plus de dialogue qui soit possible. Mais en même temps, et c'est là l'intervention d'ailleurs qu'il y a juste après de Lumire Laprey, dont j'ai parlé un petit peu au début, qui disait oui mais en même temps qui a commencé à aller dans l'extrémisme, c'est plutôt les fascistes, et donc effectivement il y a une réponse hein, derrière, mais c'est plutôt les fascistes qui ont vraiment commencé à, et une réponse qui d'ailleurs est plutôt mesurée, hein, j'ai envie de dire, les réponses antifascistes sont généralement plutôt mesurées, et même là c'est pas un cas où c'est quelqu'un d'antifasciste dans le cas de Charlie Kirk, pour revenir un petit peu là-dedans, donc c'est pour ça que là-dessus, il faut toujours un petit peu questionner c'est quoi l'origine de tout ça, et l'origine du mal, ça reste quand même les États-Unis. Ça reste quand même le fait que les États-Unis, enfin moi je reprends de toute manière un petit peu les mots de Manuel Todd qui disait on ne pourra commencer à penser au bonheur qu'après l'annihilation des États-Unis. C'est un petit peu aussi ce qu'il faudrait penser. De toute façon, c'est un pays, il a 200 ans et puis basta. Et puis voilà quoi. Donc pays de merde, je pense qu'on peut se le dire de toute manière, hein. De toute manière on peut se dire pays de merde, et aussi voilà que ce côté où importer des polémiques ricaines en France, c'est pas le même contexte, c'est pas la même chose à chaque fois, on peut pas nécessairement penser à la même chose, on peut pas nécessairement penser de la même manière. Moi voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec Toré sur bien des points, même dans son analyse cinématographique hein, d'ailleurs, avec bien des points par rapport à ce qui est dit. Mais voilà, ils ont plus Lynch, la paix peut cramer. Mais oui, tout à fait.